Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voix des Kisangani, les podcasts où les réalités locales prennent la parole. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait mal, qui inquiète, qui énerve parfois, l'insécurité dans notre ville. Braquage à main armée, attaque en plein jour, agression nocturne, pendant que les autorités tergiversent, les citoyens et tombent. Et dans tout ça, qu'est fait la société civile? Notre invité du jour est Yedidia Mabela, acteur engagé, militant du mouvement citoyen La Lucha. Il est avec nous pour poser les vrais mots sur ce que nous vivons à Kisangani depuis ces 3 dernières années. L'insécurité à Kisangani est une problématique persistante qui affecte profondément la vie quotidienne des habitants. Le braquage à main armée, les agressions et autres actes de violence sont devenus monnaie courante, souvent perpétrés en plein jour et à proximité des institutions de sécurité. En ces mois d'août 2025, on dénombre plus de 10 cas de braquage à main armée. D'abord le 6 août, des attaques dans une même nuit. Le 8 août, le gouverneur tient une réunion du comité provincial de sécurité, séance consacrée à l'analyse approfondie de la situation sécuritaire dans la Chopo. Mais le 9 août, à Maïkari, les malfaiteurs vont encore commettre leur forfait et signent leur acte de défiance envers les autorités et insultent les institutions sécuritaires. Toujours dans la même nuit du 9 août à la 7e avenue Sayo, cette fois, c'est la résidence de la bourgmestre de la Chopo qui a été visitée, mais la police, commise à sa garde, avait riposté. Le même 9 août encore, dans la commune de Mangobo vers Limangayase, un autre cas de vol en main armée a été signalé. Le 17 août, un autre braquage vers le plateau médical. Là, il y a eu une intervention urgente de la police et l'un des malfaiteurs avait été arrêté. Le 18 août, dans la commune de Mangobo. Le 21 août, un guichet pris d'assaut situé au quartier Plateau Boyoma, au rond-point Anouarit. Le 22 août, vers 3h du matin, au bloc artisanal. Le 24 août, dans la commune Makiso, dans la même nuit, plusieurs cas de vol en main armée ont été signalés dans le bloc artisanal. Le 28 août, vers 20h30, cette fois, près de l'état-major de FARDC, un homme touché lors de ces braquages va succomber les jours d'après suite à ses blessures. Pourtant, il y a des initiatives telles que l'opération Ndobo, lancée par les autorités pour tenter de rétablir l'ordre. Yedidia Mabela, dites-nous franchement dans quel état se trouve la ville aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Merci beaucoup, Monsieur Menga, pour cette question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles qui ont été endeuillées par cette insécurité. Vous avez tout à l'heure là présenté un tableau sombre. Il y a des personnes qui ont été tuées, il y a d'autres personnes, il y a même certaines personnes qui ont été des victimes de viols et d'agressions physiques. Et donc, moi, je profite de votre micro pour passer mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Maintenant, s'il faut que je réponde à votre question, la situation que vous venez de brosser atteste qu'aujourd'hui, il n'y a aucun coin de la ville, aucune commune, aucun quartier, aucune avenue qui est épargné par cette criminalité urbaine. Et d'ailleurs, de la présentation de la situation que vous venez de faire, vous avez chuté par un cas un cas où un homme a été braqué dans un shop qui est juste à 5 mètres de l'état-major de FARDC. Et donc, si les malfrats peuvent opérer à 5 mètres de l'état-major, et c'est à 20 heures, cela veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut se dire qu'il est en sécurité à Kisangani. On peut dire qu'on est en sécurité jusqu'au jour où on sera ciblé par les malfrats. On est vulnérable, et vous avez même cité, en passant, certaines autorités politiques ou administratives, notamment la bourgmestre qui a été, elle aussi, ciblée par les malfrats. Et donc, personne n'est épargné et la ville connaît une flambée de l'insécurité qui ne cache plus son nom et qui inquiète tout le monde parce qu'en parallèle de cette situation, il y a une forme de défaillance de l'autorité publique de l'État. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y arriver.
Yedidia, on a l'impression qu'aujourd'hui, aucune zone de la ville de Kisangani n'est épargnée par ces attaques et on remarque quand même cette désinvolture de la part des services de l'ordre. C'est une vue exagérée ou c'est une réalité sur terrain? Vous qui êtes en parfaite communion avec la communauté ce n'est pas exagéré. Il faut d'abord rappeler, profiter de votre micro pour rappeler à la population qui nous suit, Monsieur Menga, que la première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ce qu'on appelle la mission régalienne de l'État. C'est pour ça qu'on a créé l'État. Et donc, l'homme, dans son état de la nature, pouvait se permettre, chacun, d'assurer sa sécurité et ses biens. Et en ce moment-là, si vous vous liez à la version de Thomas Hobbes, l'homme était un loup pour un autre. Le plus fort pouvait s'en prendre facilement au plus faible et ravir tout ce qui appartenait au plus faible. C'est comme ça que les hommes ont pensé créer l'État. Et donc, l'État a été créé d'abord pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est ce qu'on dit pour maintenir l'ordre public. Et quand on parle de l'ordre public, pédagogiquement, il faut noter 5 éléments. Il y a 5 éléments essentiels de l'ordre public. Il y a ce qu'on appelle la sécurité publique, c'est dont on parle aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la tranquillité publique. Il y a ce qu'on appelle la salubrité publique. Il y a ce qu'on appelle l'esthétique. Et il y a aussi une dimension qui rentre en compte, qui n'est pas à négliger par rapport à la pollution. À la pollution sonore. Mais aujourd'hui, nous parlons de la sécurité comme élément essentiel de l'ordre public. Qui doit assurer cette sécurité-là? Et c'est l'État. Comment l'État s'organise pour assurer cette sécurité? L'État met en place des services spécialisés, notamment la police, qui a une mission d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, qui a d'ailleurs la mission de prévenir les atteintes à l'ordre public. On parle d'abord de la prévention. Ensuite, lorsqu'on arrive par prévenir l'ordre public, alors on parle de cette mission de la police qui consiste à rétablir l'ordre public. Mais à côté de la police, il y a aussi les services d'intelligence. Vous avez là les services de renseignement qui peuvent mettre à la portée de la police les informations essentielles pour permettre à celle-ci d'agir conséquemment. Mais il y a aussi l'armée. Et donc, nous sommes dans une ville où on a la police, on a l'armée, on a les services de renseignement. Parce que tous les services de renseignement, notamment l'Agence nationale de renseignement, les services de la DGM et tout. Et à côté de tous ces services techniques, nous avons toutes les autorités établies à tous les niveaux. Nous avons des chefs de quartier, nous avons des bourgmestres de communes, nous avons le maire de la ville, et nous sommes même dans une ville qui est le chef-lieu de la province. Nous avons le gouverneur de la province. C'est lui qui préside le conseil provincial de sécurité. Alors, avec toutes ces institutions, avec tous ces services que je venais de citer, la ville de Kisangani continue à assister impuissamment à cette criminalité. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec cette question pour dire aujourd'hui, on peut parler de la faillite de l'État congolais dans sa mission qui est celle d'assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. Monsieur Didia, quelle pourrait être, selon vous, la cause de la montée du taux de criminalité dans cette ville de Kisangani? Il faut situer des causes à des niveaux. D'abord, il y a des causes endogènes et il y a des causes exogènes. Je préfère mieux commencer par les causes exogènes, les causes lointaines ou les causes externes. Parmi les causes exogènes, il faut noter que la province de la Tchopo partage les frontières avec les provinces de l'Ituri et avec les provinces de l'Ituri et de Nord Kivu, voyez-vous. Et ces deux provinces-là que je venais de citer font face à une insécurité persistante. Comme vous le savez, dans la province du Nord Kivu, il y a les rebelles de 123 et AFC qui occupent plusieurs localités, qui occupent même les chefs-lieux les chefs-lieux de la province du Nord Kivu et même les chefs-lieux de la province du Sud Kivu. Et donc vous avez là de ces côtés une province qui est gangrénée par l'agression rwandaise de notre pays à travers les 123, une zone qui n'est pas à négliger. Et vous avez en Ituri la forte présence de rebelles, notamment les EDF et toutes ces autres forces négatives qui opèrent dans la région de l'Ituri. Et donc la province de la Tchopo n'est pas épargnée par les effets de l'insécurité qu'on observe dans ces deux provinces-là.
puisqu'elles partagent les frontières, ça veut dire qu'il y a un mouvement, un déplacement de personnes. Donc plus facilement, les malfrats qui opèrent, ou même les bandits, parmi ces bandits-là, il faut arriver par moment à les définir. On peut trouver au sein de ces bandits, même certains rebelles. Voyez-vous? Et donc, il y a ces mouvements de personnes qui viennent de ces deux provinces en proie à l'insécurité persistante qui peut être une cause exogène importante à souligner. Même parmi les causes endogènes ici, vous pouvez noter aussi qu'à Kisangani aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui devaient d'ailleurs concerner au plus haut degré les autorités, mais qui ne sont pas prises en compte. Je vous cite les causes endogènes. À Kisangani d'abord, il y a dans certains coins de la ville, il y a aujourd'hui deux personnes que je qualifierais de quidam qui plutôt portent des armes. Et il y a, parlant de causes, il y a une forte circulation des armes. Il y a une forte circulation des armes à feu. On ne sait pas si ces armes sont fabriquées localement et on ne sait pas comment des civils accèdent facilement aux armes. Voyez-vous? Et donc, quand vous avez déjà une forte circulation des armes qui se retrouvent entre les mains des civils, cela peut déjà présager, peut prédisposer déjà au cas de banditisme. Celui qui a une arme peut facilement braquer. Au-delà de la forte circulation des armes, il y a aussi un autre fait important, une autre cause importante qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que il y a aussi la pauvreté. Aujourd'hui, la ville de Kisangani est engouffrée dans une sorte de paupérisation croissante de plusieurs couches sociales. On trouve que la situation socio-économique de la ville s'est littéralement dégradée. Et quand vous faites face à une population paupérisée, en panne d'alternatives pour sa survie, et donc les esprits les plus faibles se livreraient alors au banditisme comme un gagne-pain. Parce que les gens n'ont pas à manger, parce que les gens ne savent pas comment vivre, alors ils s'adonnent à ces pratiques-là. Ils sont recrutés dans des réseaux de bandits pour opérer la nuit et avoir de quoi survivre. Troisièmement, vous pensez que l'État doit sûrement s'attaquer à ces causes-là avant de pouvoir... Je vais d'ailleurs y revenir parce que je n'ai même pas encore... Je sais que je ne citerai pas toutes ces causes, mais je vais citer les plus importantes. Allez-y. Une troisième cause aussi de l'insécurité dans notre ville ici de Kisangani, de manière plus particulière, parce que là je suis dans les causes endogènes, c'est l'impunité, messieurs Menga. L'impunité. Plusieurs fois, nous avons assisté ici dans cette ville aux arrestations des bandits des grands chemins. Ils sont arrêtés, ils sont envoyés dans nos cachots et ils sont même parfois envoyés dans la prison. Mais quelques semaines, quelques jours après, ces personnes-là, on les voit encore dans la ville en train d'opérer. On ne comprend pas ce qui se passe. Vous pensez qu'il y a une complicité de la part de ces bandits avec les autorités de la ville? Tout ce que moi je peux dire ici, tout ce que je peux affirmer, c'est qu'il y a une forme d'opacité dans la façon de gérer les dossiers judiciaires des bandits de grand chemin, mais il y a aussi une forme d'impunité. Parce que si ces personnes qui sont arrêtées, envoyées en prison, condamnées, purgent leur peine, eh bien, on va alors réduire la criminalité, parce que les gens auront peur. Aujourd'hui, ils se disent, ok, si je m'emploie à insécuriser les gens, si je m'emploie au banditisme, je serai arrêté, je serai envoyé en prison, je vais passer 5-10 ans en prison. Mais puisque les gens partent en prison les lundis et les vendredis, ils obtiennent miraculeusement leur libération, cette impunité-là est aussi une cause non négligeable de l'insécurité. Et aujourd'hui, parmi les bandits de grand chemin, qui sont même parfois montrés à la population à travers les chaînes de télévision, quelques semaines après, on apprend que ce sont les mêmes individus qui sont encore arrêtés et qui sortent de la prison. Et de ce point de vue-là, il y a un boulot, il y a du travail à faire. Une quatrième cause, c'est ce que j'appellerais une forme de mimétisme culturel. Pourquoi je parle de mimétisme? Dans les deux provinces que je venais de citer, et surtout dans les grandes villes de ces deux provinces, notamment la ville de Goma, il y avait des phénomènes... L'Ituri et Goma. Oui, je parlais de Nord Kivu et Ituri. Mais là, je prends juste l'exemple d'une seule grande ville dans ces deux provinces, la ville de Goma.
il y a une forme de mimétisme. Pourquoi? Dans la ville de Goma, par exemple, il y avait un phénomène qu'on appelait le phénomène 40 voleurs. Il s'agissait là d'un groupe de bandits qui arrivaient, qui pouvaient boucler toute une avenue, opérer et puis partir. C'était vraiment des réseaux structurés, lesquels réseaux opéraient parfois même avec une capacité de nuisance qui dépassait les forces de l'ordre, notamment les forces de la police. Mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Vous avez appris, ils opèrent en réseau, ces bandits. Ils viennent en groupe, ils opèrent, ils sont armés jusqu'aux dents et ils opèrent. Parfois même, ils s'affrontent à la police. Et parfois, il y a des cas de résistance de la police, mais puisqu'ils sont sophistiquement mieux armés, parfois ils opèrent et ils résistent à la police. Et donc, c'est pas une tendance à copier, voyez-vous, ce qui s'opère, ce qui se faisait dans ces villes. Si ce n'est pas une tendance à copier, mais je pourrais même parler de la transposition. Et donc, comme il y a le mouvement de personnes que je venais de citer parmi les causes exogènes, mais il y a aussi une tendance à copier ce qui se passe à l'extérieur. Et je vais citer la cinquième cause sur laquelle je vais citer aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplicité de staff, de groupes de jeunes qui recourent à la toxicomanie. Et ces jeunes-là constituent pour moi un danger pour la société. Vous avez là des groupes de petits jeunes, par moments non instruits, par moments qui se livrent à la drogue, qui consomment parfois de boissons fortement alcoolisées. Et ces jeunes-là sont à la merci de personnes mal intentionnées. Ils peuvent facilement se faire recruter et puis opérer la nuit. Et donc, ces 5 causes endogènes associées à la cause exogène que j'ai citée, l'insécurité dans les 2 provinces voisines, font partie pour moi des causes majeures de l'insécurité ici. Mais aussi, je ne peux pas finir sans citer l'inefficacité de la police. Une inefficacité multidimensionnelle. Si aujourd'hui l'insécurité bat son plein dans la ville de Kisangani, c'est parce que les services de l'ordre sont inefficaces. D'abord sur le plan de l'effectif. Si vous regardez l'emplacement des sous-siats dans la ville de Kisangani, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème d'effectif de la police. Nous n'avons pas assez d'éléments de la police. Je ne sais pas si je suis habilité à inviter les jeunes à intégrer la police. Ces boulots-là, il faut les laisser à ces services. C'est ces services qui organisent les recrutements, la formation et tout. Mais vous vous rendez compte avec moi, M. Menga, qu'il n'y a pas assez d'effectifs de la police. Sur le plan, là je suis sur le plan opérationnel. Maintenant, sur le plan opérationnel, je peux aussi citer le fait qu'en plus de l'inefficacité, de l'effectif insuffisant, il y a aussi un problème logistique important. La mobilité de la police. On avait vu, pas plus tard que 9 ou 10 mois, on a vu que le gouvernement provincial avait doté de la police de quelques motos, chauffeurs de motos. J'ai même vu aussi qu'il y avait des... Il y a même un numéro vert qui a été donné. On va arriver à là. Je suis d'abord dans la mobilité. On a donné des motos, oui. On a même donné des jeeps, oui. Mais est-ce que la police reçoit régulièrement de carburant pour faire son travail? Nous sommes en contact non seulement avec la communauté, mais aussi avec les autorités de la police. Parfois, vous appelez comme ça. Les numéros verts, parfois même qui ne passent pas. Mais vous appelez les numéros privés de quelques autorités de la police que vous connaissez. Mais ils prennent du temps pour intervenir. Parfois, ils n'ont même pas de carburant. Il y a certaines victimes qui se sont plaintes pour dire que lorsqu'ils ont appelé la police pour intervenir, la police demandait aux victimes de couvrir leurs transports, leurs frais de déplacement. Et donc, comment voulez-vous que la police soit efficace alors qu'elle connaît des problèmes pour sa mobilité? Il y a même certains engins qui sont déjà en panne, qui ne sont pas entretenus. Il y a un problème de carburant, il y a un problème d'effectif. Mais toujours par rapport à la police, il y a aussi un problème de formation. Il y a un problème d'éthique dans le milieu de notre police nationale congolaise. Voyez-vous, il y a aujourd'hui certains éléments de la police qui profitent des patrouilles. D'ailleurs,
des patrouilles, je vais revenir lorsque nous allons aborder les alternatives, des patrouilles qui ne sont pas pérennes, mais rarement qu'il y a des patrouilles de la police, les policiers, les éléments de la police se livrent aux actes d'intimidation. Ils intimident les paisibles citoyens. Parfois même, ils arrivent et même à insécuriser les personnes, les citoyens. Ils prennent des biens personnels, des téléphones, de l'argent, ils estorquent. Donc les moments de patrouille sont transformés en moments propices pour les éléments de la police par moment pour extorquer la population. Là alors, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de moralité. Et donc, c'est important aujourd'hui de recycler les éléments de la police, de les rappeler qu'ils sont les premiers agents qui doivent contribuer au respect des droits humains et ils sont plutôt là pour sécuriser la population, mais non pour la sécuriser. Monsieur Yedidia, on rappelle à nos auditeurs et auditrices de notre podcast que vous êtes membre du mouvement citoyen La Lucha. Monsieur, y a-t-il alternative pour remédier à ces fléaux? À l'insécurité, vous voulez dire? Exactement. Monsieur Menga, loin de moi la prétention d'avoir une solution magique ou une panacée par rapport à la question sécuritaire dans la ville de Kisangani, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent être faites à plusieurs niveaux. Je commence par l'autorité urbaine. Je pense que le maire de la ville de Kisangani peut utiliser son pouvoir pour commencer à réorganiser les réunions des conseils conseils de sécurité urbains, des réunions élargies des conseils de sécurité urbains. Ça veut dire que le maire de la ville peut inviter tous les cadres de base, tous les services spécialisés, mais élargir ces réunions-là aussi aux membres de la société civile, qui sont parfois en contact permanent avec la police et aussi avec la population, pour partager les stratégies, parce que la question sécuritaire, même si elle est par essence une question qui relève de l'autorité publique, parce que je venais de dire que c'est la mission régalienne de l'État, mais c'est une question transversale. La population a un rôle à jouer dans la question sécuritaire. C'est comme ça que pour le maire de la ville de Kisangani, je demande au maire de la ville s'il pourra suivre cette émission enregistrée ici chez vous, d'utiliser son pouvoir pour commencer à organiser des réunions de conseils, des réunions élargies de conseils urbains de sécurité. Ça, c'est la première chose que je lui demande. La deuxième chose que je peux demander au maire de la ville de Kisangani aujourd'hui, c'est mettre la ville de Kisangani sous couvre-feu. Nous avons besoin d'un couvre-feu. La forme peut être définie à travers les avis techniques, des services techniques, mais la ville de Kisangani doit être mise sous couvre-feu. On ne peut pas assister à une insécurité généralisée et permanente. Et aujourd'hui, on ne contrôle pas les mouvements de personnes. Il faut contrôler les mouvements de personnes. Quand est-ce que les personnes sont autorisées à circuler librement et quand est-ce que les personnes sont appelées à rester chez eux, sauf en cas d'urgence. Parce que la situation sécuritaire est au rouge. Je ne vais pas dire au rouge Bordeaux comme le disait un député provincial qui est devenu aujourd'hui qui est devenu une star dans les réseaux sociaux. Moi, je dirais que la situation sécuritaire est au rouge. Et pour ça, il faut mettre la ville de Kisangani sous couvre-feu. Est-ce que votre structure a rencontré le maire de la ville, des initiatives comme ça pour rencontrer le maire de la ville et lui poser ces cas-là? Je voulais dire que je vais répondre à cette question après, mais je profite de répondre. Nous avons écrit toute une feuille de route. Une feuille de route, nous avons écrit une note technique que nous avons partagée au maire de la ville pour résoudre la question sécuritaire. Cette note technique, nous l'avons partagée, nous avons échangé avec le maire de la ville. Nous sommes au regret de constater que la plupart de nos propositions, de nos recommandations n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi aujourd'hui vous observez ce que vous voyez aujourd'hui. Si le maire de la ville nous avait entendu en ce moment-là, où nous lui avons partagé la note technique pour résoudre la question sécuritaire dans la ville de Kisangani, je pense que la situation ne pouvait pas. C'est-à-dire que vous lui avez vraiment vu et vous l'avez proposé. Nous avons déposé un document que nous pouvons même vous partager parce que le document, nous l'avons rendu public. Ce serait un plaisir si nous l'avions, ces documents. Exactement. Nous prévoyons d'ailleurs, au cours de la semaine qui se pointe, nous allons encore mener des actions pour
dénoncer l'insécurité, mais proposer aussi des solutions. D'ailleurs, nous allons vous informer des actions que nous allons prévoir au courant de cette semaine. Et donc, au maire de la ville, je propose des conseils, des réunions permanentes, des réunions régulières, et des réunions du conseil de sécurité urbain élargi aux membres de la société civile. Je propose de mettre la ville de sécurité sous couvre-feu pour contrôler le mouvement de population. Je propose enfin au maire de la ville de rationaliser les ressources publiques de l'État qui sont notamment des ressources publiques de l'État pour évidemment les affecter au service de la police, parce que la police a besoin de ça. Maintenant, au gouverneur de province, je propose au gouverneur de notre province de renforcer, d'instruire aux services frontaliers de renforcer le contrôle de personnes et des biens. Il y a aujourd'hui des gros camions qui entrent dans la province de la Chopo. Parfois, au niveau des services de frontaliers, il y a une complaisance dans les contrôles. Ça arrive qu'en arrivant, le chauffeur ou je ne sais pas moi, comment on appelle encore, les chefs du convoi descendent du véhicule, il vient, il parle, parfois il laisse les madés sur la bana et le véhicule entre. Sans pour autant contrôler. Mais qu'est-ce qui regarde ces gros conteneurs que transportent ces véhicules? Aujourd'hui, nous fustigeons la circulation des armes dans la ville de Kisangani. Mais ces armes sont venues d'où? Où sont entrées ces armes-là? Il y a une complaisance dans les contrôles frontaliers. Et le gouverneur de la province, nous l'invitons à instruire aux services frontaliers de renforcer d'abord le contrôle de nos frontières. Mais aussi, en plus de renforcer le contrôle de nos frontières, nous avons vu le gouvernement provincial financer les concerts d'une artiste musicienne venue de Kinshasa. Nous allons revenir sur ça. Mais pourquoi le gouvernement provincial ne peut pas aussi prendre de l'argent qu'il affecte dans des activités de divertissement pour le mettre dans un programme provincial de lutte contre l'insécurité? Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement provincial peut décider d'installer des réverbères dans toutes les grandes artères publiques de la ville de Kisangani. Parce qu'aujourd'hui, les malfrats profitent aussi de l'obscurité pour opérer dans certaines zones de la ville. Si on arrivait à mettre des éclairages publics dans les acteurs publics de la ville de Kisangani, on peut aussi c'est une façon, c'est un moyen de lutter contre l'insécurité de la ville de Kisangani. Et donc, à la fin, je propose aussi, je demande au gouverneur d'allouer des moyens conséquents aux services de sécurité pour que ceux-ci puissent travailler efficacement dans la traque contre le malfrat. Vous avez sans doute suivi les annonces des autorités provinciales. Patrouille, opération. Mais sur les terrains, les gens disent on ne voit rien. Mais on ne voit rien. Pourquoi ces décalages selon vous? Mais on ne voit rien, monsieur Menga. Moi-même, je suis dans la ville de Kisangani. Ça m'arrive de sortir tardivement pour X, Y raison. Mais je ne rencontre pas les patrouilles de la police. Mais c'est où? Où s'opèrent ces patrouilles-là? Aujourd'hui, il y a des zones qualifiées de zones rouges. Pourquoi on n'affecte pas des services? Pourquoi on n'opère pas des patrouilles renforcées dans ces zones-là? Il y a des opérations qui sont annoncées. On parle d'opération Ndobo. Mais l'opération Ndobo, on a l'impression que c'est une opération qui est diligentée essentiellement à l'endroit ou à l'encontre des taximens. Cela peut être un retard ou vous pensez que c'est un retard de la part des autorités ou soit c'est juste une négligence de leur part? Je pense que les autorités concentrent plus leurs énergies dans les annonces que dans les actions concrètes. Mais le gouverneur de la province a dit dernièrement que fin aux promesses et les actions vont venir. Il a dit, mais il n'a pas fait. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas patienter selon vous? Il y a un adage qui dit, patienter alors que chaque jour... Vous savez quoi? On parle de vies humaines. Il y a un adage qui dit, ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Le gouverneur peut multiplier des annonces et des promesses. Tant que l'action ne suivra pas, nous, en tant que citoyens, nous l'attendons au résultat. Vous parlez de patience alors qu'il y a des vies humaines qui sont fauchées chaque jour. Vous parlez de patience alors qu'il y a des familles qui pleurent le lait chaque jour. Vous parlez de patience alors que nous sommes touchés dans notre corps et dans notre âme par cette insécurité. Non, l'air est à l'action. Et si jamais l'autorité pense... Il a dit qu'il y aura des actions. Il y a des actions qui sont en train de venir. Nous attendons il n'y aura plus de promesses. Nous attendons les résultats. Et d'ailleurs, c'est pour moi ici les lieux d'appeler l'Assemblée provinciale à jouer son rôle.
Si le gouvernement provincial n'arrive pas à assurer la sécurité des Tchopolaises et Tchopolais, des Tchopolaises et Tchopolais, alors il faut en tirer des conséquences et des responsabilités politiques qui en découlent. Yedidia, et vous en tant qu'acteur citoyen, que faites-vous face à cette crise? Vous alertez, oui, mais est-ce suffisant pour vous? Nous alertons, nous proposons, je vais même de revenir sur les propositions, parce que nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas, la police nous n'en avons pas. Moi-même, je n'ai même pas... Est-ce que vous aviez été en contact avec, lors de vos propositions, vous aviez été en contact avec les citoyens pour leur dire, écoutez, nous allons faire ceci pour y remédier à telle situation sécuritaire? Est-ce que vous l'avez fait? Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer, proposer, parce que nous n'avons pas le monopole de la contrainte physique légitime. Le monopole de la contrainte physique légitime appartient à l'État et à tous ses préposés. Ça veut dire aux autorités politico-administratives à plusieurs niveaux. Nous n'avons pas la force pour sécuriser la population. Mais nous échangeons à la fois avec la communauté et à la fois avec les autorités. Nous avons organisé des forums citoyens pour échanger avec les citoyens sur le fait qu'on doit dénoncer des mouvements suspects. Il y a même parfois, moi personnellement, ça m'arrive de recevoir les appels à 2h, à 3h, lorsqu'il y a des cas. Des gens qui disent, mon cher, vous avez dit que lorsqu'il y a des cas, nous appelons tel, on appelle ce numéro, ça ne passe pas. Pour être élégant, je ne peux pas te citer ici les autorités que j'ai déjà appelées tard dans la nuit pour dire, dans tel endroit, à telle heure, en ce moment, dans tel endroit de la ville, il y a de bandits qui opèrent. Voyez-vous? Donc nous faisons ce que nous pouvons et nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas non plus nous fatiguer parce qu'il n'y a pas de résultats. Nous allons continuer cette lutte jusqu'à ce que les Tchopolais, les Boyomais soient sécurisés. Est-ce que vos appels sont écoutés quand vous lancez des cris de détresse aux autorités? Est-ce que vos appels sont écoutés ou encore peut-être qu'ils sont ignorés? Vous pensez qu'ils sont ignorés ou écoutés? Ça nous arrive par moments que nous soyons écoutés, mais la réponse ou bien la riposte ne soit pas à la hauteur du dégât causé. Ça veut dire que par moment nous appelons et quand les bandits opèrent, la police prend beaucoup de temps pour revenir. Et les raisons, je les ai évoquées ici. Et j'ai aussi évoqué ce qui doit être fait pour améliorer ça. Mais il faut dire que les autorités doivent agir. Les autorités doivent agir. Les recommandations sont là. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que la ville de Kisangani soit mise sous couvre-feu? C'est juste une question de volonté. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que les patrouilles nocturnes et diurnes soient organisées par la police? C'est question de moyens, c'est question de volonté, voyez-vous? Et donc, je peux dire qu'à 90%, nous avons l'impression que nos voix sont inaudibles et que les autorités doivent se raviser s'ils veulent vraiment nous sécuriser, nous en tant que population. Certains commencent à dire que seule la pression populaire peut faire bouger les choses. Faut-il descendre dans la rue ou hausser les tons? Oui, mais descendre dans la rue, c'est un moyen démocratique. C'est un moyen démocratique. La Constitution nous donne le droit de manifester sur la voie publique. Et donc, descendre dans la rue, manifester pacifiquement pour dire non à l'insécurité, ce n'est pas un crime. D'ailleurs, nous appelons la population à descendre dans la rue, dans la non-violence et manifester son ras-le-bol. Au niveau de la lutte, nous allons organiser bientôt des manifestations de rue. Parce que nous avons déjà utilisé plusieurs fois la voie du plaidoyer. Nous avons écrit, nous avons proposé. Mais lorsque les autorités ne font rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, descendre dans la rue n'est pas un crime. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. La population a droit de manifester pacifiquement son ras-le-bol, notamment à travers la rue. Et vous, que recommandez-vous à la population? Attendre, résister, s'organiser entre citoyens? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à la population? La première des choses que je propose, je vais reprendre vos mots, M. Menga, c'est se réorganiser. Face à la faillite de l'État congolais et de ses services, la population est appelée à se réorganiser. Se réorganiser en groupe de résistance communautaire. Il y a aujourd'hui des avenues de quartiers où on trouve plusieurs jeunes. Plusieurs jeunes qui sont opposés à ce qui se passe actuellement. Ces jeunes-là doivent mettre en place des systèmes d'alerte. Quand ces bandits ont peur, il n'y a rien qui leur fait peur comme l'alerte. Donc, je propose aux citoyens de s'acheter des sifflets dans chaque maison et de s'organiser pour siffler à la moindre escarmouche.
Comme ça va créer une alerte générale et l'alerte aura pour effet de créer même la panique. Les malfrats, là, ils seront paniqués. Ces bandits, ils ne vont plus opérer en toute quiétude. Mais lorsqu'ils opèrent dans une maison et toutes les autres maisons, vous êtes tétanisés, vous avez peur de crier. Alors là, ils vont opérer, ils vont encore continuer leur sale besogne. Aujourd'hui, la population doit s'organiser en mécanisme d'alerte communautaire. Mais en plus de s'organiser, elle doit aussi résister. Résister d'abord face à l'inefficacité de l'action publique. Résister face à l'incompétence de ceux qui doivent nous sécuriser. Et pour ça, elle doit utiliser tous les moyens démocratiques pour s'exprimer. Et s'il faut qu'on arrive au changement des autorités à tous les niveaux, que ce soit dans les communes, dans la ville et même dans la province, pour accéder à cette sécurité, pour qu'enfin nous ayons des gens qui soient à mesure de nous sécuriser, il faut qu'on arrive à ça. Et donc la population doit résister d'abord à l'incompétence des autorités et elle doit aussi résister au banditisme ou à la peur que cherchent à nous imposer ces malfrats. Voilà. Yedidia, un message pour les autorités et la population boyomaise. J'appelle le gouverneur de la Tchopo à éviter de dissiper les ressources publiques de l'État dans les activités festives, improductives, dans les actions de saupoudrage, dans les actions cosmétiques, mais à canaliser ces ressources-là, notamment dans la riposte contre l'insécurité dans la province de la Tchopo. J'appelle les maires de la ville à se ressaisir et à redoubler plus d'efforts pour sécuriser les habitants de sa ville. J'appelle les autorités de la police que nous encourageons pour le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Malgré le défi logistique que j'ai énuméré tout au long de cette émission, ils sont quand même là, ils travaillent, ils sont là. Nous appelons ces autorités de la police à redoubler encore plus d'efforts pour sécuriser la population. J'appelle aussi la population de Kisangani à se débarrasser de la peur et à ne pas céder contre la peur. La peur que ces assaillants essayent de nous imposer, mais aussi la peur de dénoncer l'incompétence de nos autorités. Et à agir dans la non-violence pour obtenir les résultats escomptés, pour que la ville de Kisangani retrouve sa paix et sa sécurité d'antan. Yedidia Mabela, merci d'avoir été avec nous. Votre parole est importante parce qu'elle reflète ce que vivent de milliers d'habitants au quotidien. Mesdames, messieurs, c'est par ici que prend fin notre podcast consacré entièrement à l'insécurité dans la ville de Kisangani. Vous voulez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Nous serons ravis de vous accueillir. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. La sécurité est l'affaire de tous. Merci et à la prochaine. Bonjour.